En arrivant à Rodez, le promeneur est immédiatement frappé par une silhouette massive de grès rose, posée sur la ville comme un roc, la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Rien d'élancé ou de léger ici. À la différence des cathédrales de Chartres ou d'Amiens, ici, l'art sacré se mue en art défensif. Pas de façade ouest, ouvrant sur un grand parvis. L'entrée se fait de côté, comme si l'on entrait dans une place forte. Et pour cause, cette cathédrale est aussi une forteresse, édifiée autant pour honorer Dieu que pour tenir face aux assauts des hommes. Cette architecture hybride n'est pas un hasard. Elle répond à une réalité géopolitique brutale. Au cœur de l'Aveyron, entre Albigeois, Quercy et Gévaudan, Rodez est un carrefour stratégique où les pouvoirs temporels et spirituels s'entremêlent depuis des siècles. Quand on regarde cette cathédrale aujourd'hui, on voit encore les traces de cette France médiévale où prier et se battre allaient de pair. Le message est clair dès l'approche. Ces murs de 2,50 m d'épaisseur, ces contreforts massifs, ces tours d'angle ne sont pas là pour faire joli. Ils disent, à qui veut l'entendre, que cette église tiendra coûte que coûte, face aux bandits de grand chemin, aux seigneurs rivaux, aux hérétiques et bientôt aux huguenots. La construction de l'actuelle cathédrale s'étale du XIIIe au XVIe siècle. Et tout au long de ces siècles, le Rouergue est une terre de conflits, politiques, féodaux et bientôt religieux. La région, morcelée entre plusieurs seigneuries, est régulièrement menacée par des bandes armées, des révoltes locales et plus tard par les affrontements entre catholiques et protestants. Mais revenons aux origines. En 1277, l'évêque Raymond de Calmont décide de reconstruire l'ancienne cathédrale romane, jugée trop petite et surtout trop vulnérable. Le choix architectural est révélateur. On opte pour le style gothique méridional, plus massif que le gothique classique, avec des voûtes moins hautes et des murs plus épais. Une adaptation locale du grand art gothique, pensée pour résister. Le diocèse de Rodez, important et étendu, veut une église mère qui ne se contente pas de faire prier les fidèles. Il lui faut une église capable de résister aux hommes comme aux hérésies. On y trouve ainsi un chemin de ronde, des créneaux, des tours d'angle, des éléments dignes d'un château. La cathédrale n'est pas seulement la maison de Dieu, c'est une citadelle spirituelle et temporelle. L'évêque comte de Rodez n'est pas qu'un clerc, c'est aussi un seigneur féodal qui contrôle des territoires, lève des impôts, rend la justice. Sa cathédrale doit refléter ce double pouvoir. Les architectes intègrent donc des éléments défensifs dans leurs projets. Mâchicoulis, archères, tour de guet. Le clocher lui-même, avec ses 87 mètres de hauteur, sert de tour de surveillance sur la campagne environnante. Lorsque les guerres de religion éclatent au XVIe siècle, Rodez devient un verrou catholique, dans une région où le protestantisme gagne du terrain. La ville est tenue par un clergé et une noblesse très attachée à la foi catholique et au pouvoir du roi. La géographie religieuse de l'époque est parlante. Autour de Rodez, c'est un patchwork confessionnel qui se dessine. Montauban est devenue une place forte protestante, Albi hésite, Millau penche vers la réforme, et Rodez, elle, reste fermement catholique, transformant la cathédrale en bastion de la contre-réforme. Durant ces années de conflits sanglants, la cathédrale sert autant de refuge que de bastion militaire. On y entrepose des armes, on y organise la défense, des soldats y dorment, des messes sont célébrées pour implorer la paix ou la victoire contre l'ennemi huguenot. La frontière entre sacré et politique se brouille. On prie autant qu'on se prépare à tirer. Les archives de l'époque révèlent une réalité saisissante. En 1574, lors du passage des troupes protestantes du vicomte de Turenne, la cathédrale accueille près de 300 réfugiés. Femmes, enfants, vieillards s'entassent dans la nef, tandis que les hommes montent la garde sur les remparts improvisés. Le chapitre doit rationner le pain béni et transformer les fonts baptismaux en réservoirs d'eau potable. C'est dans ce contexte que naît une liturgie de guerre. Les tédéums de victoire alternent avec les miserere de supplication. Les processions parcourent les remparts, bannières au vent, pour montrer que Dieu protège la ville. Les reliques de saint Amand, premier évêque de Rodez,
sont sortis à chaque alerte pour galvaniser les défenseurs. Le chapitre cathédral de Rodez est alors un camp puissant, composé de chanoines lettrés, influents, mais aussi très militants. Ils prennent souvent position contre les idées nouvelles issues de la Réforme. Certains sont proches des ligueurs ultra-catholiques, hostiles à Henri IV tant qu'il n'est pas converti. Ces hommes d'église sont aussi des hommes de guerre. Le chanoine Pierre de Scorail, par exemple, n'hésite pas à prendre les armes en 1580 pour défendre sa cathédrale contre une incursion huguenote. D'autres, comme le doyen Guillaume de Vezin, financent sur leurs deniers personnels la fortification de l'édifice. Mais ces ecclésiastiques sont aussi des bâtisseurs. La tour-clocher de 87 mètres est un chef-d'œuvre flamboyant qui mêle fierté religieuse et affirmation de puissance. L'ironie de l'histoire veut que cette tour soit achevée juste avant l'explosion de guerres de religion, comme si les chanoines avaient eu l'intuition de ce qui allait suivre. Cette flèche de pierre, visible à des kilomètres à la ronde, devient le symbole d'une église qui refuse de plier. Les protestants la surnomment la lance de Rome, et les catholiques y voient l'épée de Saint-Michel. À l'intérieur, l'art se met au service de la polémique. Le jubé, cette clôture de cœurs sculptés, se couvre de figures allégoriques antiprotestantes. Les vitraux racontent la vie des saints avec une insistance particulière sur les martyrs, comme pour rappeler que la foi vaut qu'on meure pour elle. Le retable du maître-autel, refait en 1590, multiplie les symboles eucharistiques pour contrer les critiques réformées sur la messe. Une fois la paix revenue, avec l'édit de Nantes en 1598, la cathédrale reste marquée par cette époque troublée. Sa structure militaire n'est jamais démolie. Elle témoigne d'un temps où les églises servaient aussi à survivre. Au fil du temps, elle devient un symbole de résistance, de foi ancrée dans la terre, enracinée dans la pierre. Mais la paix d'Henri IV n'efface pas tout. Les tensions religieuses couvrent encore longtemps en Rouergue. En 1621, lors de la révolte des Huguenots du Midi, Rodez redevient une place forte catholique. La cathédrale retrouve son rôle de refuge et de symbole. Louis XIII lui-même vient y prier en 1622, après la prise de Montauban. Et aujourd'hui encore, elle interpelle. Pourquoi cette entrée latérale? Pourquoi ces murs si épais? Pourquoi cet aspect défensif? C'est l'histoire qui parle, celle d'un dieu qu'on invoque dans une citadelle. Aujourd'hui, les guides touristiques passent souvent sous silence cet aspect militaire, préférant parler d'art gothique et de patrimoine religieux, comme si cette dimension guerrière gênait. Pourtant, c'est elle qui donne sens à l'édifice. Sans les guerres de religion, pas de cathédrale-forteresse, et sans la peur de l'ennemi, pas de cette architecture si particulière. Dans les livres d'histoire, Rodez est rarement citée, mais à travers sa cathédrale, elle raconte une autre France, une France rurale, religieuse, tendue, où la foi se vit dans la peur et dans la pierre. Une France où les guerres de religion ne sont pas des débats théologiques, mais des sièges concrets, des nuits d'angoisse, des cloches qu'on sonne à toute volée quand l'ennemi approche. Cette France-là, c'est celle des anonymes, celle qu'on ne voit pas dans les manuels scolaires centrés sur Paris, Versailles et les grands châteaux de la Loire. C'est la France des petites villes, des évêchés de province, des communautés qui se serrent les coudes face à l'adversité. Une France qui construit ses églises comme des forteresses parce qu'elle sait que la prochaine guerre n'est jamais loin. Rodez nous rappelle que l'histoire de France ne se résume pas au faste de la cour. Elle se lit aussi dans ces pierres patinées par 5 siècles de pluie avéronaise, dans ces murs qui ont abrité autant de prières que de poudre à canon. Cette cathédrale forteresse incarne une France populaire, combattante, profondément religieuse, qui se méfie des idées nouvelles et préfère s'en remettre à ses saints qu'aux philosophes. Et cette France-là résonne encore aujourd'hui. Dans ces régions rurales qui votent différemment des métropoles, qui gardent leurs traditions, qui se méfient des élites parisiennes. Dans cette France périphérique qui se sent assiégée par la mondialisation comme Rodez se sentait assiégée par les Huguenots. La cathédrale forteresse devient alors une métaphore de nos fractures contemporaines. Mais attention aux anachronismes. Les hommes du XVIe siècle qui ont fortifié Notre-Dame de Rodez ne pensaient pas en termes de résistance identitaire ou de repli communautaire.
Ils défendaient simplement leur vision du christianisme, leur conception de l'ordre social, leur loyauté au roi très chrétien. Leur radicalité était religieuse avant d'être politique. Mais il y a bien une continuité, celle d'une France qui se bat pour ses convictions, qui préfère résister que céder, et qui choisit la pierre contre le vent. Rodez et sa cathédrale nous rappellent que notre pays s'est aussi construit dans la confrontation, dans le refus de l'autre et dans l'affirmation têtue de ses différences. Et cette France-là, eh bien, c'est aussi la nôtre.